Le département de la guerre a publié des preuves de panne qui avaient été précédemment retenues. C'est la plus grande dissimulation vue. Nous avons amélioré les radars de nos avions de chasse et avons vite détecté des objets inhabituels qui ne se comportaient pas comme des plateformes classiques. Ils restaient souvent immobiles dans des vents forts. Nous ne pouvons plus attribuer cela à une erreur de radar. Tout indique que c'est réel et présent. D'où viennent-ils? Que font-ils? Pourquoi ne suivons-nous pas cela? Ryan Graves est la première pilote militaire en service actif à témoigner devant le Congrès au sujet des observations de panne. Ces rencontres troublantes l'ont mené à créer l'association Americans for Safe Aerospace pour inciter le gouvernement à révéler des infos sur les pannes. Les gens observent des cubes, des sphères, notamment métalliques ou allongées, signalant maintenant des vitesses plus élevées, 0,8 à 0,9 Mach, tout en manœuvrant. Ils semblent capables de traverser l'eau, l'air et l'espace sans difficulté. L'un de ces objets est passé entre les deux avions à environ 15 mètres de l'appareil de tête. C'est désormais un quasi-accident documenté, alors que d'autres s'étaient déjà produits mais n'avaient pas été signalés. Cela a été choquant à apprendre. 8 personnes, en gros, se sont tues collectivement et ont laissé ce problème s'envenimer. C'est un problème. Bonjour, je suis la Drémaïm Bialik. Et moi, c'est Jonathan Cohen. Et bienvenue dans notre décryptage. Aujourd'hui, nous allons parler à Ryan Graves. C'est le premier pilote en service actif à témoigner devant le gouvernement au sujet des observations de panne dans l'espace aérien contrôlé. C'est un ancien pilote de chasse de la marine américaine et il a commencé à voir des choses lors de ses vols que lui et ses collègues ne pouvaient plus expliquer. En parlant à leurs supérieurs, ils ont découvert que ces observations n'étaient pas nouvelles. Il a lancé une enquête qui l'a finalement amené à créer safeaerospace.org, un site où l'on peut discuter des pannes et où l'on peut en apprendre davantage sur ce que le gouvernement sait, ce que le gouvernement ne sait pas, et la possibilité que les observations puissent augmenter et devenir un danger pour davantage d'Américains. Nous avons eu l'occasion de lui parler quelques heures après que le gouvernement a publié des documents auparavant classifiés et retenus, avec beaucoup d'autres à venir. Et Ryan nous donne un aperçu de l'augmentation des observations de panne et une analyse des caractéristiques, des schémas de mouvement qui défient notre compréhension de la technologie actuelle. Et surtout, Ryan va nous expliquer ce que nous savons et ce que nous ignorons encore, afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Quel plaisir et honneur d'accueillir Ryan Graves dans l'émission. Break it down. Heureux d'être ici, merci. Avant que nous commencions avec toutes les choses incroyables que nous voulons que tu nous expliques, que tu nous racontes et que tu nous détailles, nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer qu'une nouvelle est sortie, littéralement pendant que nous dormions, avant même que nous ayons eu l'occasion de te parler. Je veux dire, le timing n'aurait pas pu être plus parfait pour nous. Et on se demandait si tu pouvais nous expliquer un peu ce qui se passe. Est-ce que c'est l'ère de la divulgation? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ce sont d'excellentes questions. Et oui, le moment est vraiment excitant en ce moment. Ce matin même, à 8 heures, heure de l'Est, le département de la guerre a publié ce que je crois être la première série de preuves concernant les pans qui avaient été précédemment retenus au public. Cela inclut des dossiers de la NASA, du département de la guerre et certains du FBI. Nous verrons ce qui viendra ensuite. Notamment, cela n'inclut pas les informations provenant de l'ensemble de la vaste communauté du renseignement. Et d'après ce que j'entends de la part de membres du Congrès, et je pense avoir vu le briefing complet, cela va probablement devenir de plus en plus intéressant au fil du temps. Pourquoi ne pas révéler directement les infos les plus intéressantes? On se croirait dans une émission de télé-réalité. Je sais, ça semble un peu scénarisé, ça semble un peu suivre un calendrier. Tu sais, ça fait longtemps qu'on attend d'en arriver là. Je me suis impliqué là-dedans en 2017. Mais il y a seulement quelques mois, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu des échanges entre l'ancien président Obama et l'actuel président Trump à propos de ce que les États-Unis pourraient avoir concernant les pannes, c'est-à-dire les ovnis. Et Trump a mis fin à cet échange en faisant une déclaration sur les réseaux sociaux disant qu'il allait publier, entre guillemets, tous les dossiers.
Je ne sais pas, vous savez, il y a beaucoup de choses à analyser quant à ce que cela pourrait signifier. Cependant, j'ai suivi ce sujet de près comme on peut l'imaginer, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'efforts au sein du gouvernement, dans différentes agences, le FBI, les communautés du renseignement au sens large, en particulier l'ODNI. Et il y a eu des infrastructures qui ont été mises en place, des conseils de gouvernance, si vous voulez, afin de collecter la grande quantité d'informations qui proviennent des pilotes, d'autres membres de l'armée, etc., etc., ainsi que, bien sûr, certains dossiers historiques, peut-être certains qui ont déjà été rendus publics, peut-être d'autres qui ne l'ont pas été. Mais il y a bien sûr, vous savez, une échelle de qualité des capteurs. Je pense que nous voyons certains des capteurs de mauvaise qualité en ce moment. Et comme je l'ai dit, si l'on en croit les indications avancées par différents membres du Congrès, le meilleur reste à venir. Je ne pose pas cette question d'un point de vue partisan, vous savez, parce que je me fiche du parti politique du président qui publie ce genre d'informations. C'est un moment incroyable dans l'histoire, peu importe ce que cela s'avère être ni quelles en sont les motivations. Mais y a-t-il quelque chose dont vous pensez que nous devrions nous inquiéter en ce qui concerne le timing ou par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? Est-ce une distraction? Vous savez, est-ce une sorte de divertissement ou de théâtre? Parce que je veux de vraies informations, mais toutes ne se valent ni ne sont présentées de la même façon, n'est-ce pas? Oui, vous savez, je pense que les gens vont toujours évoquer l'idée que c'est une distraction. Et peut-être que cela pourrait servir à cela de façon secondaire. Mais à toute fin utile, de mon point de vue, il semble vraiment qu'un effort sincère a été investi pour rassembler et présenter ces informations. Maintenant, il y a deux catégories d'informations, je pense, qui pourraient être divulguées ici. Il y a peut-être des programmes secrets et des informations liées à cela concernant ce que le gouvernement sait sur les pannes, depuis combien de temps, et vous savez, les véritables informations que le gouvernement pourrait détenir. Est-ce que nous exploitons ces technologies à notre avantage dans certains domaines technologiques? Ce sont ce que les gens considéreraient, vous savez, comme des questions de divulgation sérieuse. Et la personne assise à ma gauche, lorsque j'ai témoigné devant le Congrès, David Grush, c'était le domaine d'expertise qu'il a étudié pendant son temps au sein de la Task Force sur les pannes. De l'autre côté de la médaille, en dehors de ce que ces programmes pourraient être. Depuis environ 2017-2018, l'appareil militaire habituel a, comme il l'a toujours fait, détecté ce type d'intrusion, ces quasi-collisions, ces pans. Mais maintenant, il y avait une réduction de la stigmatisation. Maintenant, le climat avait changé. Maintenant, il y avait peut-être quelque chose d'important que cette information représentait, que ce soit des extraterrestres, la Chine ou autre chose. Et donc, les gens ont commencé à conserver cette information au lieu de l'ignorer ou de la supprimer. Ils ont commencé à la conserver grâce à certains dispositifs mis en place, comme le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines au Pentagone, comme un groupe de travail sur les pannes au FBI, et dans de nombreux autres endroits, ces informations sont recueillies, rassemblées, compilées et commencent à être comprises. Je soupçonne qu'une grande part de ce que nous voyons vient sans doute de données plus ambiguës et moins fiables de ces sources. Je m'attends effectivement à ce qu'il y ait des images plus convaincantes, je dirais de meilleure qualité, qui sortiront de ce lot, et peut-être que nous verrons cela bientôt. Mais cela ne dit rien, bien sûr, sur ce qui pourrait déjà exister et sur ce que nous en avons appris jusqu'à présent. Et j'ai hâte de voir si nous allons aussi entrer dans ces détails concrets. Il semble que l'appareil aide également les agences à partager des informations entre elles. Là où les poches pouvaient être cloisonnées auparavant, maintenant, surtout s'il y a une incitation à capturer des choses qui auraient pu être jetées. Il est sans doute plus facile aujourd'hui de trouver des schémas et de partager des informations, même entre différentes organisations gouvernementales. Non, c'est tout à fait exact. Et vous savez, c'est exactement le travail de fond, comme on dit dans la marine, que mon organisation, les Américains pour l'aérospatiale sûre, accomplit depuis 4 ans. Nous avons établi des liens avec ces différentes agences de la branche exécutive, travaillé avec le Congrès, collaboré avec les compagnies aériennes et d'autres organisations pour rassembler ces données de sources diverses, identifier les problèmes et la voie à suivre et favoriser le dialogue entre ces groupes. Nous avons beaucoup réussi dans ce domaine.
Beaucoup de ces initiatives ont été lancées par des personnes sincèrement engagées dans ces agences qui cherchaient des réponses comme nous, mais disposaient des moyens d'agir efficacement. Et je pense qu'aujourd'hui constitue, selon moi, le premier jalon public majeur dans le travail que ces personnes ont accompli au cours des dernières années. Et il y en a beaucoup. Et vous savez, je pense que beaucoup d'entre eux sont les héros méconnus de toute cette discussion. La seule chose dans laquelle le public n'est pas fantastique, c'est de donner du sens aux choses par lui-même. Donc, le titre que j'ai lu ce matin disait en gros, voici toutes ces informations. Allez-y, essayez d'y donner du sens. Non, c'était plutôt le public devra conclure lui-même. Et je me disais, vous ne voulez pas que je conclue moi-même. Je ne suis pas experte. C'est quoi ce sac mortuaire? Que se passe-t-il? Que quelqu'un m'explique simplement. Je comprends, tu sais, et c'est quelque chose auquel j'ai aussi pensé. Oui, et je pense qu'on a tous probablement un modèle mental de ce à quoi ça devrait ressembler, tu sais, socialement, quand un président se met devant un pupitre et fait une déclaration extrêmement ferme. Tu sais, ben, je pense qu'on a tous probablement imaginé ça pour la première fois en regardant des films quand on était enfant et tout ça. Je ne sais pas si on vit encore dans ce même environnement politique. Si ce n'est pas le président, alors quelqu'un qui comprend l'aérospatiale mieux que moi. Mais mec, tu sais, tu as absolument raison. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que, tu sais, ce que je viens de suggérer, c'est que ce n'est peut-être pas quelqu'un qui nous dit quoi faire, mais plutôt qu'on nous donne assez d'informations pour faire ces évaluations nous-mêmes. Et ça, comme je l'ai dit, c'est probablement la phase la plus ambiguë. D'accord. Et je pense que ça va être un processus. Je pense que les données qui peuvent être présentées peuvent être beaucoup moins ambiguës, ce qui va permettre aux gens de tirer des conclusions plus rapidement. Mais je vois, comme je l'ai dit, je nous vois maintenant sur une chronologie pour ces révélations. Elles vont être progressives et planifiées. Et c'est, comme je l'ai dit, je m'attends à ce qu'elles deviennent moins ambiguës au fur et à mesure. Eh bien, tu es clairement la personne avec qui nous voulions en parler. Merci d'avoir partagé ton avis sur cette actualité de dernière minute, malgré tous les sujets que nous voulions aborder. Donne-nous un peu de contexte sur qui tu es. Je me demande si tu peux nous parler un peu de ton parcours et de tes qualifications, en quelque sorte, et pourquoi ton nom est sur toutes les lèvres. Quand on parle des pannes, des ovnis et de ce que le gouvernement sait ou ne sait pas, ou de la désinformation concernant ce qui se passe réellement quand les gens voient des choses incroyables dans le ciel, Bien sûr. Donc, tu sais, j'ai grandi dans le centre du Massachusetts. J'ai obtenu un diplôme en ingénierie aérospatiale à l'Institut Polytechnique de Worcester. J'ai pris la décision pendant mes études que piloter des avions de chasse, peut-être pour l'armée de l'air, peut-être pour la marine, serait vraiment ce qui m'enthousiasmerait. C'était un peu un changement de cap et un tournant soudain dans ma vie, mais c'est clairement l'une des deux meilleures décisions que j'ai prises jusqu'à présent. J'ai décidé de choisir la marine. Ils avaient un meilleur ratio avion à réaction par rapport aux autres avions, et donc je pensais que ça augmentait mes chances d'obtenir ce que je voulais. Je me suis dit que ce serait vraiment cool d'atterrir sur un porte-avions aussi. Euh, j'ai eu du succès pendant la formation. J'ai commencé à Rhode Island, puis je suis allé à Pensacola, en Floride, ensuite à Corpus Christi, au Texas, où j'ai volé pour la première fois lors de la formation de vol primaire pendant 1 an. Sur 13 personnes qui voulaient des jets, j'ai été le seul de ma classe à être sélectionné pour ça. Il est bon d'apprendre tôt dans la marine que les besoins de la marine priment sur tes propres désirs. Malheureusement, c'était un exemple frappant et précoce de cela dans le parcours de formation de beaucoup. Mais cela m'a envoyé à Meridian, Mississippi, pour une autre année afin d'intégrer le parcours de formation intermédiaire et avancé des chasseurs d'attaque, où j'ai piloté le T-45 Ghost Hawk à Meridian, Mississippi, pendant 1 an. C'est là que nous avons appris les bases de ce que c'est d'être dans un avion de chasse, à larguer de fausses bombes, à faire du combat aérien pour la première fois et à aller sur le porte-avions en journée pour la première fois. Ensuite, je suis allé à Virginia Beach, en Virginie, pendant 1 an pour apprendre à piloter le F-18 en tant qu'aviateur breveté et à utiliser ce système d'armes. J'ai terminé cela après 1 an et j'ai terminé ce qu'on appelle la Priority Alpha, ce qui signifiait que j'étais immédiatement déployable. 2 semaines après ma formation, je me suis retrouvé au Moyen-Orient sur l'USS Enterprise et j'ai effectué ma première mission de combat 1 semaine plus tard. quel âge avais-tu à ce moment-là?
J'avais environ 26 ans. D'accord. Nous sommes revenus de cette mission, nous nous sommes réinstallés dans notre routine et nous avons vraiment fait ce que je considère comme l'essentiel de notre formation en tant que pilote. Là où nous apprenons vraiment à devenir un ailier de combat, un leader de combat d'aéronef, que ce soit en formation de 2 ou de 4 appareils, et à opérer dans toutes sortes d'environnements. Et nous nous sommes préparés pour notre deuxième déploiement en 2015, où nous avons été envoyés en Irak et en Syrie à bord de l'USS Theodore Roosevelt pour mener des opérations contre l'État islamique lorsque cela a commencé. Je suis revenu de ce déploiement et je suis devenu instructeur avancé de chasseurs d'attaque au Mississippi. Et j'ai fait ça pendant 3 ans avant de quitter l'armée en 2019. Mais c'est juste après notre première mission que nous avons commencé à moderniser les systèmes radars de nos avions de chasse avec un système beaucoup plus sophistiqué. Après cela, nous avons vite remarqué qu'au-dessus de l'océan, au large de Virginia Beach, dans nos zones d'entraînement, quelque chose se produisait, qu'il y avait des objets que nous détectés avec les nouveaux radars qui n'auraient pas dû être là. Parlez-nous du changement de précision dans la détection, parce que je pense que c'est un élément important ici, n'est-ce pas? En quoi cet équipement était-il différent, disons? Oui, nous volions avec l'APG-73, qui est un système radar à réseau à balayage mécanique. En gros, c'est une très grande antenne à l'avant, un seul émetteur radar très puissant, et il se déplace physiquement pour orienter le capteur là où il doit aller. Nous sommes passés de cela à l'APG-79, un système radar à réseau à balayage électronique actif. Et cela représente une augmentation de capacité de plusieurs ordres de grandeur. Il s'agit maintenant de plusieurs centaines, je dirais, de radars individuels de la taille d'une puce informatique qui sont fixes. Cela nous permet de balayer le ciel plus vite, de détecter des objets plus petits et d'avoir davantage confiance dans nos actions, ainsi que tout ce qui concerne la guerre électronique, le brouillage et autres éléments sophistiqués. Donc c'était vraiment une grande capacité et je le compare un peu à passer du noir et blanc de la télévision à l'OLED en ce qui concerne la conscience de la situation. Et non seulement cela, mais nos avions de chasse sont connectés. Donc, quand nous volons là-bas avec d'autres appareils et que leurs radars reçoivent des informations, nous rassemblons tout cela et voyons ce que les autres peuvent voir, partageons ce que nous pouvons voir. Et donc, on se rend bien compte là-bas, quand on vole avec un ailier qui a un radar plus ancien et qu'on voit qu'il ne peut pas détecter cette cible radar, alors que nous, avec notre radar plus récent, on le peut. On peut voir ça se dérouler en temps réel, mais vous savez, ces choses ne se comportaient pas comme une plateforme normale. Elles étaient souvent complètement stationnaires dans des vents très forts, 120, 130 nœuds. Nous les voyons à des vitesses où l'on s'attendrait à être à 0,6 ou 0,8 Mach, soit environ 250, 350 nœuds. Nous les voyons aussi à des vitesses supersoniques, 1,1 ou 1,2 Mach. Je ne les ai vus se diriger plein est que lorsqu'ils allaient à ces vitesses-là. Qu'est-ce que c'est quand tu dis que tu les vois? Qu'est-ce que c'est? Et dans ton esprit de pilote, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe? D'accord? C'est quoi ta première impression? Pour l'instant, on ne sait pas. Quand on voit ça sur le radar, on pense, c'est un nouveau radar, il peut y avoir des erreurs, peut-être le logiciel, peut-être que le signal radar se réfléchit sur quelque chose. C'est peut-être juste une erreur. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ignoré ça. On a juste supposé ça. Même si, comme je l'ai dit, la cinématique était très inhabituelle. Vous savez, ce n'était pas juste quelque chose de très ponctuel. Et d'ailleurs, nous avons des systèmes très sophistiqués qui nous donnent confiance dans la qualité de la piste radar associée à notre détection. Parce que, vous savez, nous ne transportons qu'un nombre limité de missiles. Vous n'êtes pas obligé de nous abattre pour gagner. Si nous gaspillons tous nos missiles, nous devenons inutiles là-haut. Il est donc essentiel de savoir sur quoi nous tirons, ce que nous appelons des pistes radars de haute qualité, voire des pistes radars de qualité suffisante pour l'emploi des armes. Mais malgré tout, même si toutes les données montrèrent le contraire, nous avons quand même supposé qu'il s'agissait d'une erreur de radar. Est-ce qu'ils ressemblent à des lumières? Est-ce qu'ils apparaissent comme des objets physiques? Sur le radar, tout ce qu'on voit, c'est comme un écran d'ordinateur, tu vois. Donc ça nous donne juste une icône. Et c'est comme, voilà, ça se déplace dans cette direction. Ça va à cette vitesse. C'est à cette altitude. Donc c'est juste une représentation totalement fausse, une représentation artificielle.
Mais à mesure qu'on s'est rapproché, certains de nos autres capteurs, comme notre système AT-FLIR, notre système avancé de ciblage infrarouge orienté vers l'avant, qui est un système de caméra, et un système infrarouge, en gros une caméra thermique. Nous sommes assez proches pour que le système soit contrôlé par notre radar, qui est maintenant verrouillé dessus, donc le système regarde désormais à cet endroit. Il est hors de portée, mais à mesure qu'on s'approche, tout à coup, oh, on peut voir qu'il y a un objet physique là-bas. Il émet de l'énergie infrarouge. Nous ne pouvions pas passer à la caméra car, à ce stade, nous ne le voyions qu'en infrarouge. Ensuite, nos autres systèmes, guerre électronique, commencent à corréler. Nous avons donc maintenant des détections multimodales de cet objet, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons plus simplement rejeter cela comme une erreur de radar. Tout montre que c'est réel et présent. L'étape suivante, allons voler jusqu'à lui et tentons d'observer un de ces objets. Nous avons choisi un qui ne bougeait pas ou avançait lentement, puis sommes descendus à 1000 pieds sous lui. Nous avons ralenti à environ 200 nœuds, donc c'était très facile. D'habitude, on croise un autre chasseur à 1 200 nœuds relatif. Donc, un passage à une vitesse relative de 200 nœuds, c'est pratiquement stationnaire. Ouais. Donc, et au fait, pendant qu'on arrive à ce qu'on appelle la fusion, nous avons un système de casque à réalité augmentée qui fusionne toutes nos données de capteurs et dessine une boîte dans le ciel pour nous indiquer où regarder pour notre contact radar que nous suivons. Exactement. Nous avons donc tous les outils amusants, ou comme on dit, les outils Gucci dans le cockpit. Et on s'en approchait en vol et on n'arrivait pas à le voir à l'œil nu. On avait un bon contact radar, on avait de bonnes images FLIR tout le temps et on passait à côté et il n'y avait rien. On fait demi-tour. On le retrouve sur tous nos capteurs. Il était déplacé, mais toujours là. Et oui, on ne savait pas quoi en penser. Je veux juste clarifier parce que c'est difficile à imaginer. Donc, vous le voyez sur tous les instruments, sur tous les capteurs. Tout dans cette machine sophistiquée que vous pilotez indique qu'il y a quelque chose. Et pourtant, quand vous vous approchez de l'endroit où c'est censé être, il n'y a rien. C'est exact. Je veux dire, ce que je me demande, c'est, et je sais que, tu sais, tu es une pilote d'élite et tu as appris à gérer tes émotions. D'une manière que, si tu me mettais dans ce jet, j'aurais une réaction très différente. Mais je suis curieuse et je me demande si tu peux nous donner un aperçu de qui vous êtes vraiment. Est-ce qu'il y a de la peur? Par exemple, quand tu vois quelque chose comme ça et que tu dis allons-y, est-ce qu'il y a un moment où tu te demandes est-ce que ça pourrait être un engin ennemi? Est-ce que, tu sais, il y a de la peur? Est-ce que tu te dis que ça pourrait être effrayant? Et puis, quand tu t'approches d'un objet qui est détectable et qu'il n'est plus là, est-ce que tu as l'estomac qui se noue? Est-ce que ton cerveau essaye de comprendre ce qui se passe? C'est quoi l'expérience émotionnelle? Oui. Eh bien, nous sommes tous très disciplinés, comme tu peux l'imaginer, surtout dans le cockpit. Tu sais, on ne s'attend pas à avoir des adversaires là-haut, on ne s'attend pas à se faire abattre ou quoi que ce soit de ce genre. Dans le pire des cas, dans notre esprit, je pense que quelqu'un pourrait faire voler des appareils de surveillance dans nos zones pour essayer de surveiller ce que nous faisons et que nous en percutons un par inadvertance. Tu sais, je pense que c'était probablement le pire scénario auquel on pensait et ça reste toujours un risque. On en reparlera plus tard. Euh, donc, chaque fois que tu t'approches de quelque chose dont tu n'es pas sûr de ce que c'est, n'est-ce pas, et que ça ne parle à personne, que ça ne transmet rien, c'est un risque assez important. Oui, donc j'ai dit qu'on est descendu de 300 mètres. Notre distance de sécurité habituelle, tu sais, la séparation minimale pour observer quelque chose, c'est environ 150 mètres si on veut vraiment s'approcher. Tu vois, donc on laisse un peu de marge, on respecte le risque intentionnel qu'on prend pour nous-mêmes et pour la plateforme, d'accord? Parce qu'au final, tu sais, on est assis sur, tu sais, 60 millions de dollars d'équipement. Tu sais, et nos décisions sont basées sur l'exécution de notre mission et de notre entraînement et, tu sais, la préservation de cet appareil. Donc, tout le reste est une préoccupation tertiaire, surtout si on ne peut rien faire. Donc, tu sais, quand tu as tout sur tes capteurs, tu fais confiance à ces capteurs avec ta vie. Donc, en arrivant à cette fusion, en ayant tout, on rejoint les avions et les nuages avec ces capteurs, n'est-ce pas?
Et donc, avoir tout qui fonctionne parfaitement et ne pas pouvoir voir quelque chose avec tes yeux, c'est tout de suite cette sensation de vide dans l'estomac parce que tu étais 3 pas devant le jet avant ce moment-là. Et maintenant, tu es derrière lui parce que tu t'es volontairement placé dans ce petit coin du ciel avec un objet inconnu. Et maintenant, tu ne peux même plus le voir. Tu as perdu le visuel dessus au moment de la fusion. Et donc, tu sais, maintenant, ton niveau de conscience situationnelle vient de chuter drastiquement. Pour clarifier, tu utilises ces capteurs pour rejoindre un autre avion dans le ciel, comme deux avions qui se connectent, un peu comme un ravitaillement en vol, c'est bien ça? Oui, oui, j'ai déjà dû rejoindre des ravitailleurs en plein orage avec mon radar. Tu sais, tu t'approches suffisamment pour voir visuellement, mais tu sais, ce sont des choses auxquelles on confie littéralement notre vie chaque jour. C'est ça. Et donc, pour qu'ils tombent soudainement en panne de façon aussi choquante, tu ne peux que supposer soit que ta vue t'a lâché, soit que l'objet utilise une sorte de gestion du signal optique qu'on ne connaît pas. Eh bien, et je pense aussi que la raison pour laquelle je voulais, tu sais, que tu expliques un peu ton état émotionnel, c'est que tellement de conversations sur ce dont on parle sont émotionnelles. Beaucoup de gens plongent dans divers terriers de lapins. Beaucoup d'entre nous associent facilement un certain type de personnalité à ceux qui veulent croire que les pannes sont d'origine extraterrestre. Mais je pense qu'il est important que les gens se rappellent que vous êtes une professionnelle et que vous êtes formée pour gérer une énorme quantité de complexité et de confusion en temps réel. Donc, votre première hypothèse n'est pas j'ai trouvé un ovni. C'est qu'il se passe quelque chose ici et que nous avons une certaine quantité de données, et ces données doivent correspondre à ce que nous supposerions tous être une approche logique face à une situation déroutante. Eh bien, c'est exactement ça. Vous savez, pour nous, on aime dire qu'on classe les informations, qu'on compartimente souvent les informations, n'est-ce pas? On ne peut pas larguer une bombe sur la mauvaise cible, blesser des innocents, puis être trop bouleversé pour atterrir sur un porte-avions 3 heures après, n'est-ce pas? Donc, on a vraiment l'habitude, vous savez, de mettre les choses à leur place, je dirais, pendant le vol. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et je sais que d'autres l'ont fait aussi dans ce cas. Ils se sont dit, d'accord, est-ce que cela représente un risque pour la mission que j'essaie d'accomplir maintenant? Si jamais j'ai cette petite marge de manœuvre à un moment donné pendant mon vol, ce qui arrive parfois, alors on ira là-haut en s'attendant à en voir. Mais vous savez, quand vous revenez de cette excursion avec plus de questions que de réponses, vous vous êtes en quelque sorte mis dans une mauvaise position. Et donc ensuite, vous essayez juste de laisser tomber. Mais tout cela a un peu éclaté environ 2 semaines plus tard. Nous essayons sans réussir à voir ces choses. Mais ensuite, 2 avions, par une journée normale, belle et ensoleillée, volaient dans cette zone d'entraînement en formation, mais à 45 mètres l'un de l'autre, volant directement vers le point d'entrée de toutes ces zones d'entraînement, à une altitude et une position GPS très précises. Et dès qu'ils ont franchi ce seuil, l'un de ces objets est passé entre les 2 avions, à environ 15 mètres du cockpit de l'avion de tête, ce qui relève pratiquement du hasard qu'il ne se soit pas percuté à ce moment-là. Encore une fois, nous utilisons une zone de sécurité de 150 mètres. Euh, il a immédiatement annulé le vol et est rentré à la base. Il était dans la salle de préparation avec un air choqué quand je l'ai vu. Il a dit « J'ai failli percuter un de ces putains de trucs. » Et on n'avait pas de nom pour eux, tu sais, mais on en parlait tous discrètement après les débriefings. Est-ce que tu l'as signalé à quelqu'un à ce moment-là ou vous en parliez juste entre vous? Cela n'apparaît pas dans les débriefings officiels une fois le vol et les débriefings terminés. Peut-être qu'on boit une bière en salle de repos et on se demande c'était quoi ce qu'on a vu? Ce n'était mentionné dans aucun débriefing officiel. Euh, et donc moi, tu sais, j'étais, comme je l'ai dit, celui qui l'a vu dans la salle de repos. J'ai demandé, bon, à quoi ça ressemblait? Et il l'a simplement décrit comme un cube gris foncé ou noir à l'intérieur d'une sphère transparente, avec les pointes du cube touchant la circonférence intérieure de cette sphère. Euh, pour répondre à ta remarque, c'est désormais une quasi-collision qu'on peut documenter. Nous devons rédiger un rapport de danger que l'officier de sécurité de l'escadron doit remplir. En faisant cela, il a entendu des murmures suggérant que ce n'était peut-être pas la première fois que cela arrivait. Il s'est avéré que 4 autres incidents avaient été évités de justesse ces 5 ou 6 dernières semaines sans être signalés.
Et donc, c'est là qu'il y a, je pense, le grand problème psychologique, n'est-ce pas? Parce que, comme tu l'as dit, nous sommes très bien formés. Et non seulement cela, mais nous sommes aussi très motivés pour être les meilleurs possibles. Et pas seulement pour larguer des bombes ou voler en formation, mais aussi dans toutes les petites tâches administratives qui permettent à ces actions tactiques d'avoir lieu, n'est-ce pas? Elles sont aussi importantes, juste moins attrayantes. Et les questions de sécurité en font absolument partie. Certains de ces équipements que nous utilisons sont des atouts stratégiques. Je veux dire, tu expliques pourquoi des gens comme moi et Jonathan ne deviennent pas pilotes de chasse dans la marine. Tu vois l'image de Kermit la grenouille, paniqué sur scène et gesticulant partout? C'est un peu, oui, exactement, ce serait moi dans l'avion, comme pendant le briefing. C'est pour ça qu'on n'a pas ces postes-là, on fait d'autres choses. On le ressent tous au fond de nous. Même les enfants disent, je n'arrive pas à croire que je peux faire ça. Ah, mais tu sais, pour moi, c'était assez choquant d'apprendre que 4 autres incidents, chacun avec 2 membres d'équipage, donc 8 personnes au total, étaient restés silencieux là-dessus et avaient laissé ce problème persister, ce problème secondaire un peu étrange. C'était un peu ma première confrontation avec ça, genre, bon, là, il y a un problème. Je ne sais pas ce que c'est, mais quoi qu'il en soit, tu sais, c'est un problème, non? Parce que maintenant, qu'en est-il de l'escadron juste au bout du couloir, tu sais, qui vole dans la même zone avec les mêmes avions? Est-ce qu'ils sont au courant de ça? Est-ce qu'ils ont des quasi-collisions? Qui sait? On n'en parle pas, on ne discute pas de ça. Tu as parlé assez simplement d'un cube et d'une sphère. C'est la première fois que c'est visible, non? Eh bien, lors du passage où il est à 15 mètres, c'est la première fois que tu entends quelqu'un le décrire visuellement parce que quand tu as essayé de le chercher, il n'était pas là. Oui, c'était un moment étrange pour nous, sans savoir pourquoi il était visible cette fois-là. J'ai quelques théories. Son radar était hors service, donc ils se sont peut-être surpris mutuellement. Si vous n'émettez pas avec votre radar vers l'avant, il est plus difficile de détecter votre présence, non? C'est ainsi que fonctionnent les tactiques de chasseurs, radar actif contre détection passive. À ce moment-là, il était essentiellement en mode passif en vol là-bas. Comme je l'ai dit, ils se sont sans doute surpris mutuellement. Ah, donc, tu sais, bah, c'était un moment assez intéressant dans l'escadron et on a tous un peu regardé autour de nous. Ah, on ne savait pas vraiment quoi faire. Mais maintenant que c'était un problème de sécurité documenté, il n'y avait plus de allons nous en approcher en volant pour voir ce que c'est, tu vois? Parce que maintenant, ce n'est plus que du risque. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On les a évités à partir de ce moment-là. Ils étaient là presque tous les jours, 3 à 8, dans les environs, chacun vacant à ses occupations. Parfois, ils bloquaient des zones où nous devions travailler, et nous avons dû annuler l'entraînement. Et cela a continué sans que j'aie vraiment une idée précise de la fréquence à laquelle cela se produisait pendant les 2 années suivantes. Des années? Des années? Tu es sûr quand tu dis des années? Non, ce n'est pas le cas. Mais oui, exactement. Évidemment, on est très occupé. Tu sais, on vit l'un des entraînements les plus difficiles de notre vie. Oui, mais tu es occupé à essayer de ne pas paniquer à propos de choses dans le ciel qu'on ne peut pas expliquer et qui ne peuvent pas non plus être détectées de façon fiable. On ne s'attendait pas à avoir de retour concernant le rapport de sécurité, mais tu sais, il a été transmis à la hiérarchie. Je pense que tout le monde s'attendait plutôt à ce que ce soit la Chine ou quelqu'un d'autre qui faisait quelque chose, non? Soit il nous embrouillait pour qu'on pense qu'il faisait mieux, soit il faisait vraiment mieux, mais dans tous les cas, ils étaient là. Comme cela a été transmis à la hiérarchie, le contre-espionnage ou les gardes-côtes pourraient intervenir. Ce n'est pas à nous de traquer ce genre de choses. Nous sommes une force expéditionnaire. Nos combats se passent ailleurs. Ça, c'est pour l'armée de l'air et la garde nationale. On attendait, mais rien n'est jamais arrivé et cela a continué. Nous n'avons jamais eu de retour. Et puis nous sommes partis en 2015 pour nous préparer à notre prochaine mission. Nous sommes partis au large de Jacksonville, en Floride, à bord de l'USS Théâtre Theodore Roosevelt pour un mois d'entraînement. Et à mon insu, à l'époque, nous avons eu des dizaines d'incidents là-bas. Ils étaient soit déjà là, soit ils nous ont suivis. Mais il y a eu un incident notable dont j'ai eu connaissance. Il y a eu un vol auquel nous avons participé, une grande mission RR.
Le fonctionnement, c'est que vous partez tous ensemble. Puis, au fur et à mesure du combat, certains tombent à court de carburant à des moments différents et rentrent seuls, mais ils doivent attendre que le porte-avions soit prêt pour l'atterrissage. Donc, tu restes à une vitesse très économique en carburant et t'attends simplement un moment, peut-être 15 minutes. Pendant ce temps, ces deux très bons amis, dont l'un était dans mon cortège de mariage, nous avons suivi l'entraînement ensemble, nous nous sommes retrouvés dans le même escadron de la flotte et nous avons suivi ensemble une formation spécialisée. De très bons amis, et l'un d'eux a même remporté le titre de meilleur pilote de chasse de la côte Est l'une de ces années-là aussi. Un honneur vraiment, vraiment remarquable. Euh, Ils étaient là, ils ont détecté de nombreux objets à l'est du porte-avions. Nous sommes déjà à 350 miles au large de la côte de Jacksonville. Maintenant, ils détectent ces objets. Ils ont finalement décidé de faire demi-tour pour jeter un coup d'œil. Ils ont croisé un groupe composé de 4 objets alignés comme un mur. Quand je dis un mur, c'est côte à côte, mais avec environ 1 mile entre chaque objet. Ils ont capturé un objet avec leur FLIR. Cette séquence a ensuite été publiée sous le titre de la vidéo Go Fast. Et ensuite, ils ont poursuivi leur trajet vers le groupe principal, qui était un grand objet ressemblant à un gimbal, qui a ensuite été publié sous le nom de gimbal dans un article du New York Times en 2017. Et derrière cet objet gimbal se trouvait une autre petite flotte d'aéronefs, de véhicules ou d'objets, 5 à 8 si je me souviens bien, en formation en V. Et ils ont tous changé de direction à 180 degrés. Ils se sont tous séparés, pas comme un virage net, puis se sont reformés dans l'autre direction. L'objet gimbal a rebondi et suivi ce groupe. Jamais nous n'avions vu un objet comme la nacelle, plus grand et plus défini, dégageant une forte énergie infrarouge. Il tournait et pivotait de manière étrange. Et après une reconstitution, nous avons appris que la rotation représentait en fait un virage vertical pour changer de direction à 180 degrés afin de suivre ces autres appareils. Avons-nous des appareils pour ça? Le FDX-8 peut effectuer un virage vertical, mais il lui faut environ 6000 pieds de rayon pour cela. Et puis, bien sûr, on peut avoir un petit drone qui peut faire un petit virage de 100 pieds, évidemment. La question n'est pas de savoir si c'est une technologie avancée, car tout ce que j'ai décrit est reproductible par nous. Pourquoi ces objets sont-ils dans un espace aérien contrôlé à environ 650 km au large de Jacksonville? D'où viennent-ils? Que font-ils? Pourquoi, comment volent-ils en formation, n'est-ce pas? Pourquoi ne les suivons-nous pas? Selon vous, quelle est leur intention finale? Le mot suivre me hante. Je ne sais pas si cela vous a hanté, mais l'idée que quelque chose puisse vous suivre, n'est-ce pas, d'une base à une autre sur des centaines et des centaines de kilomètres, sans révéler quoi que ce soit que vous ne voulez pas révéler. Y avait-il quelque chose dans le travail que vous faisiez en tant que pilote, dans la préparation à la guerre, qui aurait pu intéresser quelqu'un pour une raison particulière? Oui, vous savez, je vais en fait nuancer et dire que ce n'est pas inhabituel. Et les Russes adorent nous suivre partout. Et particulièrement pendant cette phase de préparation, nous étions conscients et informés des menaces, n'est-ce pas? Nous étions donc informés de ces menaces très courantes, même à Virginia Beach, au large, dans les eaux internationales. Et il n'y a vraiment rien que nous puissions faire. Donc, nous étions informés de tout ce genre d'activité, mais bien sûr, vous savez, ça n'en faisait pas partie. Et nous ne sommes pas, vous savez, comme je l'ai dit, vous savez, on pourrait approfondir la cinématique au-dessus de Virginia Beach, mais au moins discuter de ce qui a été enregistré au large de Jacksonville, en Floride. La technologie ne dépasse pas, vous savez, les capacités à part le temps sur zone ou le point d'origine, n'est-ce pas? Et j'utilise ces termes spécifiquement parce que lorsque nous faisons nos calculs internes pour savoir si nous allons tirer sur quelqu'un ou non, ce sont des éléments que nous prenons en compte lorsque nous commençons à définir s'ils sont hostiles ou non. D'accord? D'où proviennent ces choses? Sont-elles lancées depuis un navire? Est-ce qu'elles viennent d'un sous-marin? Est-ce qu'elles tombent de l'espace? Est-ce que c'est la Chine? Vous savez, il y a beaucoup plus de questions que de réponses en ce moment, c'est vrai. Euh, je vous décris ce scénario car l'équipage est revenu et on m'a appelé dans la salle de renseignement étant un bon ami de l'équipage. Quelqu'un m'a dit qu'il avait capté quelque chose de cool, alors je suis descendu pour regarder
Et c'est là, vous savez, que j'ai regardé tous leurs écrans être enregistrés. Et ces vidéos, comme je l'ai dit, sont finalement sorties en 2017 dans un article du New York Times. Mais avant d'en arriver là, vous savez, quand j'étais dans cet espace classifié à regarder ces vidéos, j'ai entendu dire que l'amiral allait descendre et j'étais très curieux de voir sa réaction face aux vidéos. Alors je l'ai regardé entrer. Je me suis discrètement mis au fond pour éviter d'être expulsé. Et il est entré, a regardé les vidéos pendant environ 6 secondes, a fait un bruit et est reparti. Et moi, vous savez, j'ai tout de suite pensé qu'il les avait déjà vus. Je ne pense même pas qu'il ait regardé la vidéo en entier. Euh, Comme je l'ai dit, nous avons eu des dizaines d'incidents à cette période, mais je ne connaissais que ceux de notre escadron. Il s'est avéré que cet amiral a quitté la pièce, est monté à l'étage et a envoyé un email urgent avec pour objet problème urgent de sécurité de vol à tous les grands commandements de la côte Est, y compris le commandement de mon ami actuel, le contre-amiral Tim Valadez, qui était le météorologue en chef de la marine à l'époque, basé à Jacksonville, en Floride. Il a reçu cet email et conseille aussi une de mes organisations aujourd'hui euh, directement du contre-amiral indiquant que nous avons eu des dizaines de quasi-collisions avec des objets inconnus au-dessus du porte-avions pendant cet exercice d'entraînement et qu'il risquait d'annuler l'ensemble de l'exercice à cause de ces incidents. Et c'est un exercice majeur pour nous préparer à relever le porte-avions actuellement déployé. Donc cela a, vous savez, d'énormes répercussions à long terme. Et vous savez, donc c'était quelque chose avec lequel notre escadrille a dû composer pendant un certain temps. Mais vous savez, nous avons terminé ce débriefing classifié. Nous sommes retournés à la salle de repos et nous en discutions, puis on nous a essentiellement dit d'arrêter d'en parler et de retourner travailler. Et c'est ce que nous avons fait. Pendant les semaines suivantes, jusqu'à ce que nous soyons prêts et que nous repartions en mission au Moyen-Orient quelques mois plus tard. En me basant sur cette réaction, sur ce qui s'est passé ensuite, si vous deviez deviner, depuis combien de temps pensez-vous que des choses comme ça se produisent sans être détectées ou signalées? Eh bien, je vais dire ceci. Nous avons commencé, vous savez, je crois que je n'ai même pas mentionné les dates, mais nous avons commencé à voir ces choses-là quand nous avons amélioré notre radar à la fin de l'année 2012. Nous sommes actuellement en cycle de préparation en 2015. Donc, au moins pendant cette période, mais c'est à ce moment-là que nous avons amélioré nos radars. J'ai la ferme conviction que cela arrivait bien plus tôt. J'ai aussi discuté avec de nombreux pilotes, tant dans la marine qu'actuellement, qui avaient leurs histoires de fantômes sur ce qu'ils avaient vu. Ils l'ont vu, soit car un autre contrôleur leur avait dit de zoomer avec leurs anciens radars sur une zone oubliée, soit car ils étaient assez proches. Je pense donc que cela arrivait déjà avant. Je crois qu'avant, nos outils n'étaient pas assez sophistiqués pour les détecter comme aujourd'hui. C'est un peu incroyable, non? C'est comme, vous savez, quand on parle de l'augmentation des signalements de quoi que ce soit les taux d'autisme ou peu importe. Il faut savoir qu'il y a un changement dans notre capacité à signaler, notre capacité à identifier. Mais je veux dire, je pense que c'est ce qui rend cette période de l'histoire si unique et spéciale, et le temps que nous vivons, littéralement même ce matin. Nous en sommes à un point où nous pouvons enfin dire qu'il y a quelque chose ici, et une incidence accrue ne veut pas dire que les gens deviennent plus fous. Cela signifie que nous sommes capables de détecter davantage de choses. Les gens ont moins peur et nous levons ce voile, n'est-ce pas? Cela se produit que nous puissions le voir ou non. C'est la nature de la réalité dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? Et plus nous pouvons voir et observer la réalité, plus nous aurons de compréhension pour l'appréhender. Et tout n'existe pas à l'échelle du macro-extrême ou du micro-extrême. Vous savez, il y a des phénomènes qui n'existent pas ici, à notre échelle. La stigmatisation a-t-elle diminué pour les pilotes qui témoignent d'expériences quelque peu inexplicables ou inhabituelles depuis l'époque de 2012, 13, 14, 15? Absolument, à 100%, c'est le jour et la nuit, mais on n'y est pas encore. Et vous savez, c'était justement le principal obstacle que j'ai dû affronter quand j'ai décidé de parler de tout ça. Vous savez, comment cela allait rejaillir sur moi personnellement et professionnellement et où cela allait me mener, n'est-ce pas? Je pense que la plupart de ces chemins dans l'arbre de décision menaient probablement au même endroit. Euh,
plus chaotique, je dirais, a apporté plus de chaos que de paix dans ma vie, n'est-ce pas? En 2017, j'étais encore dans la marine. J'étais de retour à Meridian, Mississippi, en tant qu'instructeur de vol. J'ai quitté cette dernière mission en étant en mission. Et j'étais assis sur le canapé quand j'ai reçu une alerte d'actualité sur mon téléphone, une alerte Apple News à propos d'un article du New York Times euh, qui disait que des pilotes de la marine voyaient des pannes. Un groupe de travail a été créé pour enquêter là-dessus. Un événement important survenait, mais ils ne pouvaient pas en informer la hiérarchie à cause de la stigmatisation et d'autres motifs liés à celle-ci. Et l'un d'eux démissionnait en signe de protestation contre ce qui se passait. Et 3 vidéos ont été publiées, dont 2 que j'ai partagées avec vous, les vidéos Go Fast et Gimbal. Et j'ai eu un énorme moment de déjà-vu parce que tout cela m'était complètement sorti de l'esprit. J'avais simplement supposé que cela finirait par être abordé à un moment ou à un autre, même si ça ne l'avait pas encore été. Mais j'ai réalisé en voyant cet article que les mêmes problèmes se produisaient aussi plus haut dans la hiérarchie, les mêmes effets de stigmatisation. Après avoir lu l'article, j'ai appelé des collègues de la côte Est pour leur demander s'ils avaient encore ce type de rencontre, ce qui arrivait régulièrement. Y avait-il une solution? Non, absolument rien. Ils ont juste publié un simple avis aux navigants disant « Hé, objet inconnu dans la zone, veuillez faire preuve de prudence ». C'était la seule chose qu'ils ont faite. C'est un peu comme entrer dans un centre commercial et voir un panneau « Sol mouillé, ne pas marcher ici ». J'ai l'impression que c'est un peu tout ce qu'on vous a donné. Du sang-froid à la place, non? C'est comme, eh bien, peut-être qu'on devrait aborder ça autrement, non? Est-ce qu'on peut parler de la cinématique une minute? Parce qu'il y a eu beaucoup de débats en ligne, des gens qui disent « Eh bien, ça ne bouge pas comme ça » et qui évaluent les vidéos. Je ne connais pas tous les détails de chaque côté de l'équation, mais je t'ai entendu décrire surtout les premiers scénarios que tu as vus, les objets que tu as vus, qu'ils restaient dans le ciel pendant des heures et des heures, apparemment, et que tu faisais une mission. Ils étaient là. Tu descendais, tu remontais, ils étaient toujours là. Qu'est-ce qu'on sait sur certains aspects du fonctionnement de ces objets? Et j'essayais d'être très prudent avec mes mots ici. Il y avait certaines caractéristiques et cinématiques que j'ai observées et que mes camarades d'escadron ont observées pendant notre période de 2012 à 2015. Après avoir décidé d'en parler publiquement, j'ai créé une organisation qui reçoit de nombreux rapports d'autres pilotes et ainsi de suite. Donc, ma compréhension des comportements a évolué, mais je n'étais pas forcément là quand cela s'est produit, n'est-ce pas? Et donc, à l'époque, nous observions vraiment ces 3 principales caractéristiques dont je vous parlais. Stationnaire dans des vents forts, à une vitesse supérieure à celle du son d'un point, vous savez, un point 1, un point 2 ou un peu dans la bande intermédiaire, de 250 à 350 nœuds. Nous les voyions passer d'un état à l'autre, changeant souvent de direction assez rapidement. Mais il était relativement rare de voir ces mouvements brusques, du moins pour moi personnellement. Je pense que d'autres gars en ont parlé, mais je ne voyais pas ça régulièrement moi-même. Euh, Ils ne s'approchaient pas de nous. Ils ne semblaient pas non plus nous éviter ou être attirés par nous. Ils semblaient simplement faire leur propre truc, pas forcément en travaillant ensemble, mais plutôt en agissant indépendamment comme un collectif approximatif dans, vous savez, une partie, le coin nord-est de la zone. Euh, j'ai appris, grâce aux rapports, en particulier les rapports de la marine qui continuent d'arriver encore aujourd'hui, que cela se produit toujours au large de Virginia Beach, dans le golfe du Mexique, vous savez, au large de la côte ouest. Ces choses semblent plus agressives maintenant. D'abord, les gens voient la même chose, des cubes, des sphères cubiques, métalliques ou allongées. Ils opèrent maintenant à des vitesses plus élevées, vous savez, 0,8, 0,9 Mach, tout en manœuvrant. Ces objets arrivent derrière les avions de chasse, les dépassent à très courte distance, puis s'arrêtent rapidement, instantanément, attendant que le jet s'approche. Et lorsque le jet s'approche, il s'éloigne tangentiellement à la trajectoire de l'avion à des vitesses quasi instantanées. Nous n'avons pas la technologie pour le faire, non? Pas à ma connaissance, non.
J'en parle en tant que personne ayant travaillé en recherche et développement avancé. Après avoir quitté la marine, j'ai réussi, et en exécutant des propositions pour la DARPA, le Bureau des capacités stratégiques, les laboratoires de recherche de l'armée de l'air depuis 6 ou 7 ans, ainsi que le Bureau de la recherche navale en tant qu'expert en autonomie. Donc, je suis assez bien informé sur la direction que nous prenons avec les capacités d'autonomie et tout ça, et les choses avancent rapidement. Des choses que je ne pensais pas réalisables dans certains cas particuliers, peut-être en 2012, 2013, 2014, je pense qu'elles sont probablement réalisables aujourd'hui. Avec l'augmentation de la densité énergétique, la performance des drones de petit format s'améliore en termes de durée, ce genre de choses. Ce sont ces types de capacités. Il y a aussi, je veux dire, les États-Unis travaillent là-dessus depuis un moment. La Chine aussi, mais les drones multidomaines, n'est-ce pas? Donc, lancer un objet depuis un sous-marin, il remonte à la surface, flotte, puis décolle de là, n'est-ce pas? Ce n'est pas cette véritable capacité transmilieu dont nous parlons. Nous parlons des pains où ils semblent pouvoir traverser l'eau, l'air et l'espace sans aucune difficulté. Mais vous savez, c'est un peu là où on en est maintenant, mais certainement pas en 2012. Avons-nous maintenant une durée de présence plus longue sur zone? Oui, mais ça ne colle toujours pas vraiment avec ce que sont ces choses. Mais vous savez, on pourrait en parler aussi, non? Donc, d'accord, il y a ces caractéristiques cinématiques. Pourquoi ce n'est pas nous? Pourquoi ce n'est pas la Chine, n'est-ce pas? Et donc, les seules cinématiques, évidemment, je pense que certaines, surtout pendant la période de 2012 à 2015, vous savez, les manœuvres à très grande vitesse et à forte accélération sont évidemment très difficiles et destructrices. Mais au-delà de tout ça, si on utilise une technologie bleue, notre propre technologie, et qu'on la teste ou qu'on l'emploie d'une manière ou d'une autre contre nos propres gars, n'est-ce pas, au large de la côte Est, ce que cela signifie vraiment dans le jargon militaire, c'est que nous sommes probablement en train de démontrer un programme d'accès spécial, un programme hautement classifié, au-dessus des eaux internationales, où nous avons des adversaires connus qui l'observent quotidiennement. Et nous avons des quasi-collisions tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais il y a un risque de collision en vol, avec maintenant des collisions documentées sur plusieurs années, n'est-ce pas? Donc nous avons des endroits où ce type de technologie est testé. Les conséquences juridiques d'exposer cette technologie à quelqu'un comme moi, non habilité, sont les mêmes que de me donner un classeur top secret alors que je ne fais pas partie du programme. C'est illégal. Je devrais être habilité et signer des accords de non-divulgation pour ce programme. Il y a tout un processus. Rien de tout cela n'est arrivé, pourtant cela continue, non? Donc, logiquement, il m'est difficile de supposer que nous faisons ça nous-mêmes ici, puis que nous l'exposons devant le Congrès, n'est-ce pas? Donc, ça n'a vraiment aucun sens pour moi. Je suis sûr que dans l'ensemble du corpus de rapports, il y a des cas où, oui, bien sûr, des gens ont vu de la technologie bleue, mais ça ne représente certainement pas une part significative des rapports qui sont intéressants. Qu'en est-il de la Chine ou de la Russie, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, vraiment, les mêmes principes s'appliquent ici, où, vous savez, s'ils ont développé des capacités aériennes, peut-être qu'ils utilisent des technologies de propulsion nouvelles ou des technologies de stockage d'énergie ou de gestion de signature. Tout cela serait nécessaire pour ce que nous avons décrit ici en 2012, sans parler d'aujourd'hui. Quel est le rapport risque-récompense pour eux de les faire voler et de les exposer au large de nos côtes, ou peut-être plus récemment au large du New Jersey? Quel est l'objectif stratégique pour eux de les exposer ainsi? Quelles informations recueillent-ils qu'ils ne peuvent pas obtenir grâce à la multitude de satellites qu'ils ont déjà braqués sur nous, n'est-ce pas? Donc, pour que la Chine expose pendant une longue période et rende vulnérable une capacité exotique qu'elle possède, il ne voudrait pas que nous l'abattions simplement au-dessus de l'Ohio ou de la Floride et que nous procédions à l'ingénierie inverse d'une technologie exotique. Maintenant, l'ont-ils déjà fait? Ont-ils déjà fait flotter des ballons au-dessus de nous? Oui, mais ils ont pas envoyé une technologie nouvelle qui dépasse nos propres capacités. Vous envoyez essentiellement une technologie d'imagerie radar basique. Le même argument pourrait être avancé pour les personnes qui sont certaines qu'il s'agit d'une intelligence non humaine. Parce que si quelque chose possède une intelligence tellement avancée que, disons, on ne peut même pas l'imaginer, n'est-ce pas? On pourrait faire le même argument. C'est un peu comme, vous savez, si les extraterrestres existent, je dis ça comme ça,
Si des extraterrestres existent et pilotent des soucoupes dans notre atmosphère, pourquoi s'écrasent-ils toujours? Vous n'avez pas encore perfectionné votre technologie, sinon vous ne vous seriez pas écrasé au Nouveau-Mexique. On peut donc faire le même argument, non? Si quelque chose a la capacité de développer ce genre de technologie sophistiquée et d'être capable d'éviter tout ce que tu décris, oui, non, non, on a un peu de mal à croire ça. Je veux dire, la seule hypothèse que j'ai, c'est des extraterrestres adolescents ivres qui se disent «Allez, on va faire n'importe quoi». Non, je comprends ce que tu dis. Je voudrais nuancer un peu et dire que la théorie des jeux entre la Chine, la Russie et les États-Unis entre en jeu. Essayer de tirer parti d'une position est suffisamment cohérent et proche de nous pour qu'on puisse vraiment comprendre, sans que nous essayions de faire des suppositions sur ce qu'une espèce super intelligente ailleurs dans l'univers pourrait avoir ou ce à quoi elle pourrait tenir, n'est-ce pas? Donc, je comprends que la logique générale est la même, mais je pense que je peux quand même défendre un peu plus fermement la première opinion sans avoir à croire à la seconde. Et tu sais, je ne vais pas prétendre avoir une réponse à la question de savoir pourquoi il y aurait soi-disant des crashs ou des récupérations. J'ai entendu toutes sortes de théories, tu sais. Nous avons expérimenté des radars à haute puissance pendant l'époque de Roswell, ce qui a provoqué accidentellement des crashs lors des essais nucléaires. J'ai aussi entendu parler de l'utilisation spécifique de technologies pour les attirer et ensuite les capturer. Je n'ai pas de réponse. Et malheureusement, cela pourrait aller jusqu'à l'indifférence parce qu'ils savent que ce qu'ils laissent derrière eux est tellement au-delà de ce que nous pouvons exploiter qu'ils s'en moquent tout simplement. Et ensuite, la Chine le ferait certainement. D'accord. Mon sentiment, c'est que peu importe qui ou ce qui se cache derrière tout ça, nous avons besoin de plus d'informations pour pouvoir tirer des conclusions définitives, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc oui, vous savez, on en revient à ce qu'on disait, à simplement décrire certaines de ces cinématiques, certains de ces comportements. Donc, vous savez, je ne pense pas que ce soit notre propre technologie. Je suis, vous savez, assez convaincu que la Chine n'est pas responsable de tous ces comportements. Je pense que nous avons appris de nouvelles choses sur leur programme de renseignement grâce à ces efforts, je dirais, mais ils n'expliquent certainement pas tout. Cela nous place dans une autre catégorie, n'est-ce pas? Et vous savez, mon organisation, en fait, c'est là que nous nous arrêtons, où nous faisons l'hypothèse que des personnes crédibles disent la vérité lorsqu'elles décrivent ou disposent de données de capteurs montrant des capacités au-delà de l'état de l'art. Nous voulons comprendre ce que cela signifie. Comme je l'ai dit, j'ai des raisons de ne pas croire que ce soit entièrement attribuable à nos propres forces ou que ce soit la Chine, la menace rouge. Euh, mais cela ne veut pas dire que je sais nécessairement où nous allons à partir de là. Et bien sûr, je connais très bien tous les différents scénarios que les gens ont imaginés pour ce que cela pourrait être. Peut-être que ce sera le choix évident au final, mais tu sais, comme tu l'as dit, nous avons besoin de plus d'informations, nous avons besoin de plus de données. Voilà pourquoi j'ai fondé l'Association américaine pour l'aérospatiale sécurisée, pour offrir un lieu sûr, où ils n'avaient pas l'impression de sombrer dans la théorie du complot, ou qu'ils allaient perdre leur emploi, ou qu'ils seraient ridiculisés pour avoir abordé ce sujet. Certaines personnes ont une véritable curiosité à propos d'un événement quelque peu ambigu qui leur est arrivé. D'autres personnes ont vécu des événements très clairs, vifs et corroborés qui ont changé leur vision du monde d'une manière que je pense difficile à imaginer pour quelqu'un, à moins d'y être passé soi-même et d'avoir souvent gardé cette information pour soi, parfois en ne la partageant qu'avec un conjoint ou parfois même pas du tout pendant des décennies. Et vous savez, je trouve ça fascinant de penser que des gens tout autour de nous ont leur propre vision et monde de la réalité basée sur leurs expériences personnelles que d'autres ignoreraient complètement ou rejetteraient. Vous avez évoqué ce point lors de notre discussion sur l'augmentation de l'activité. Lorsque les pilotes s'approchent ou que ces objets s'approchent des pilotes et les dépassent ou sont très proches d'eux, deviennent-ils visibles à l'œil nu d'une manière qu'ils ne l'étaient peut-être pas lors des premières observations en 2012? Oui, on les voit plus souvent à l'œil nu. Des pilotes de la marine les ont filmés avec leur téléphone et certaines images ont fuité. Une grande partie de ces informations a été conservée depuis la mise en place d'un processus officiel de signalement. Et nous travaillons aussi beaucoup avec les compagnies aériennes commerciales et leurs pilotes. Bien sûr, ils n'ont pas les capteurs sophistiqués d'un avion de chasse, mais ils sont très nombreux. Ils ont toujours des yeux et regardent parfois par le hublot là-haut.
Et il voit beaucoup de choses. Attends, genre, comme sur mon vol domestique habituel de Phoenix à Los Angeles, ça pourrait arriver. Ça arrive tous les jours. Il y a environ, tu sais, d'après les dernières infos, j'ai entendu qu'en moyenne, il y a 4 à 5 passages d'un pan à moins de 300 mètres d'un avion commercial 5 fois par jour aux États-Unis. Wow! Je pensais que c'était quelque chose qui arrivait seulement aux pilotes expérimentés au-dessus de l'océan ou près des sites nucléaires. Mais ça pourrait nous arriver à tout moment. Ça arrive, tu sais, si tu fais attention à X, tu sais, même Casey Musgraves, la chanteuse country, si tu la connais, elle était dans son jet et ils ont eu une observation, ces pilotes. Elle a publié des vidéos à ce sujet. Nous avons parlé à des centaines de pilotes de ligne qui signalent cela régulièrement. Parfois, des lumières en orbite se comportent comme des avions tournant les unes autour des autres très haut dans le ciel. Le pilote devrait-il nous dire cela pendant que nous volons ou est-ce quelque chose qu'il garde pour lui? Je veux dire, si j'avais une compagnie aérienne, je le signalerais, tu vois. Je pense que ce serait une fonctionnalité sympa. On pourrait même installer des caméras sur le dessus, les verrouiller dessus, et tu pourrais regarder, tu vois. Ce serait Ryan, mais il existe déjà Ryan Airlines. Elon Musk n'a pas accepté mon offre de devenir PDG de Ryan Airlines. Spirit a fait faillite, donc il y a de la place. L'idée que ces engins passent de l'air à l'eau, vous avez parlé de la possibilité qu'il y ait peut-être un drone à bord d'un sous-marin qui fait surface, puis que ce drone décolle depuis l'eau. Mais est-ce qu'on observe la transition de l'air vers l'eau et puis de retour vers l'air? Oui, c'est le cas. La marine a publié quelques vidéos, et j'en connais d'autres. Vu du ciel, on ne le distingue pas souvent car nous sommes trop hauts pour observer la transition. Mais le radar ne peut pas, vous savez, distinguer clairement ce qui se passe à la surface de l'eau comme ça. Donc pas depuis les rapports de pilotes, mais surtout depuis les navires de surface dans la marine. Oui. Mais, vous savez, pour revenir aux compagnies aériennes commerciales, il y a eu de très nombreux rapports de ces objets rejoignant des avions en vol. Traînant près d'une aile, Quoi? aller vers un autre avion, apparaître de l'autre côté, et on va traîner là-bas pendant 1 heure et demie et juste faire ça pendant 1 heure et demie. C'est ce que je n'arrête pas de te demander. Et je ne parle pas de façon théorique. Je demande, de quoi parlons-nous vraiment? Bienvenue dans la discussion. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme, j'ai vu la vidéo de Casey et ce que ça donne, encore une fois, c'est une explication d'amatrice. On dirait deux lumières qui se déplacent à l'unisson, ce qui est inhabituel sur la distance dont on parle. S'agit-il vraiment de lumière? J'y viens. Donc, tu sais, je veux décrire comment ces choses apparaissent pour les pilotes et je vais t'expliquer comment certaines d'entre elles sont en fait liées, d'accord? Et donc, ils voient certaines de ces choses à haute altitude. Ils voient celles autour de leurs appareils. Quand ils viennent pour atterrir, ces choses, comme quand ils commencent à descendre, parfois elles montent, disparaissent, hors de vue, très haut. Parfois, elles descendent et flottent au-dessus de l'eau en éclairant la surface. Ce ne sont pas des objets uniques. Souvent, 2 ou 3 semblent jouer ensemble et changer de place. Je sais, c'est étrange. Et tu sais, il y a aussi les sphères et les objets en forme de tic-tac. Ce sont généralement les gars à plus basse altitude qui rapportent avoir vu ces choses-là à environ 450-600 mètres lors des approches dans les aéroports. De nombreux, très nombreux quasi-collisions avec des triangles noirs sont très courantes. J'ai rendu visite à un pilote en Afrique du Sud. Et quand son copilote, vous savez, en train de piloter un 737 entièrement chargé, passant, je crois, 29 000 pieds, a repéré un triangle noir plus grand que son avion juste devant lui. Il est passé à environ 200 pieds directement au-dessus de leur avion. Ils pensaient que ça allait heurter leur stabilisateur vertical. Et ils l'ont tous les deux décrit de la même façon. Les triangles noirs sont généralement décrits de la même manière, avec des lumières à chaque coin. Celui-ci avait une sorte d'aura dorée, si vous voulez, presque comme si quelque chose rentrait de l'espace, comme un plasma autour de sa base. Ryan, Je sais, c'est dingue. c'est comme si je ne reprendrais plus jamais l'avion. Merci. Je ne veux pas voir ça à 9000 mètres d'altitude. Quoi? Je sais.
Les pilotes étaient tellement perturbés qu'ils se sont eux-mêmes fait des tests de dépistage de drogue après coup, en essayant de comprendre ce que ça pouvait être, tu vois. Et puis, tu sais, quand on parle de sécurité aérienne, ce n'est pas toujours une question de savoir si ça va percuter un autre appareil. Dans quel état permettons-nous à nos pilotes, ou plutôt forçons-nous nos pilotes, à voler en les laissant dans cet état d'incertitude et de manque de formation? Ça ressemble à une inquiétude. Ça me semble être un problème de sécurité. C'est une normalisation de la déviance, n'est-ce pas? Et c'est le terme utilisé en sécurité aérienne. Nous avons identifié un problème, il a été observé, mais il est ignoré parce qu'il n'y a pas encore eu de conséquences catastrophiques. C'est le même problème qui a causé l'accident de la navette Challenger, n'est-ce pas? On savait que les tuiles étaient défectueuses, on savait qu'il y avait une erreur. Des personnes soulevaient le problème, mais la direction a décidé que, puisque cela n'avait pas causé de catastrophe par le passé, cela n'en causerait jamais, ou du moins pas pour l'instant. Et bien sûr, il est facile de prendre ce genre de décision avant qu'un événement imprévisible ne se produise, n'est-ce pas? Et c'est pour ça, vous savez, que ce travail est si difficile parce qu'il n'est souvent pas aussi facile de faire comprendre le risque aux gens avant ce genre d'événement catastrophique. C'est un peu fou qu'il y ait eu autant de quasi-accidents, vraiment beaucoup, et pourtant il n'y a pas eu de véritable crash. Ce qui indique soit que quoi que ce soit qui soit là dehors essaie de se rendre plus visible, devient plus à l'aise avec nous d'une certaine manière, comme si peut-être qu'il avait peur. Je suis juste en train d'anthropomorphiser un instant. Et maintenant, il devient plus à l'aise, ou alors nous sommes sur le point de nous diriger vers un événement catastrophique, et ce n'est qu'une question de temps. Deux interprétations justes, je n'ai pas la réponse. Mais même si c'est le premier cas, il y a toujours le risque lié au fait d'avoir un pilote psychologiquement perturbé, vous savez, qui continue à piloter pour le reste de son vol après avoir vécu une telle expérience. Ou la réaction involontaire du pilote sur le manche à cause d'un objet qui passe à toute vitesse près de sa manette des gaz, que ce soit un avion de chasse qui percute son ailier ou un avion de ligne qui blesse quelqu'un à l'arrière. Oui, tu ne sais pas comment ça va réagir. C'est aléatoire. Tu peux alors surréagir et ça pourrait être la catastrophe. Un commentaire en passant, comme ces engins qui traînent simplement avec des avions commerciaux pendant 1 heure et demie, genre, ils n'ont rien de mieux à faire que d'observer un vol Southwest, ça n'a aucun sens. Je sais, je comprends. Et tu sais, je vais ajouter une autre chose. J'ai promis le fil conducteur, tu sais, nous avons des rapports sur ce cas particulier qui s'est déroulé en Afghanistan. C'est similaire à ce que voient les pilotes, des lumières très hautes dans le ciel, manœuvrant d'une façon impossible en orbite. Il y avait 5 véhicules, 5 soldats, 5 Marines par véhicule. Ils se déplaçaient d'une base opérationnelle avancée à une autre et ils observaient ces lumières pendant 20-30 minutes. Certaines lumières sont restées immobiles, puis ils ont pensé que ces objets descendaient vers eux. Ces choses ont continué à descendre jusqu'à environ 600 mètres d'altitude. L'une d'elles est restée là. L'autre a continué à descendre jusqu'à se retrouver à environ 6 mètres au-dessus de leur tête, à peu près à leur position de 11 heures. Ils ont arrêté leur véhicule. Ils sont sortis. Ils ont regardé cette chose tourner autour d'eux, voler au-dessus d'eux, rester stationnaire pendant environ 20 à 30 minutes avant qu'elle ne rejoigne l'autre objet et ne remonte. Ils ont décrit, vous savez, puisque vous vous demandez, eh bien, qu'est-ce que c'est que ces choses? Ils ont décrit cela comme une sorte de boule à facettes d'environ 4,50 m de diamètre, ressemblant à une boule à facettes de discothèque, avec de multiples facettes reflétant beaucoup de lumière, mais il semblait aussi que certains des panneaux produisaient leur propre lumière. Est-ce qu'elle diffusait les Bee Gees? Il n'y avait aucun son, comme c'est souvent le cas avec ces choses-là, absolument aucun son. Il y a une chose qui rend beaucoup de ces conversations plus difficiles pour moi, tu vois. C'est-à-dire, j'en ai entendu parler vaguement. Je ne suis pas vraiment tout ça. Je vais être honnête. Tu sais, c'est juste que ce n'est pas mon truc parce que je ne sais pas comment m'y prendre, tu vois. Mais l'un des défis que je pense que nous avons, c'est qu'à mesure que votre technologie s'est améliorée, la technologie pour fabriquer des choses qui n'existent pas s'est aussi améliorée. Et Jonathan et moi en parlions justement hier soir. J'étais curieuse, par exemple, est-ce qu'il y a déjà eu un chien avec ce genre de motif? Je comptais chercher sur Google en pensant que l'Internet me donnerait exactement ce que je voulais, puisque tout existe déjà. Comment peut-on essayer d'en apprendre plus sur ce dont tu parles sans tomber dans le piège des photos retouchées, des images générées par l'IA qui rendent les choses plus vraies que nature?
Et dans de nombreux cas, tu sais, il y a des personnes qui ont des intentions pour nous faire croire à une version plutôt qu'à une autre. Comment fais-tu pour distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas? Oui, c'est une excellente question, absolument. Et je ne pense pas, tu sais, que le problème des fausses informations, des fausses données, des images truquées va disparaître un jour à ce stade. Tu sais, il existe des méthodes professionnelles pour collecter correctement des données, mais je ne vais pas t'ennuyer avec les détails comme la chaîne de conservation. Je comprends, ça ne s'applique pas sur X ni ailleurs. Mais tu sais, quand il s'agit de l'environnement social, c'est un espace d'information très chaotique, intentionnellement, je pense. Tu sais, je crois vraiment qu'il y a eu de la désinformation et de la mésinformation qui ont été propagées dans cet espace, à la fois par des acteurs intentionnels et, tu sais, par des idiots utiles. Peut-être que j'en fais partie, je ne sais pas, mais c'est vraiment très chaotique. Et au final, c'est pour ça que tu sais, j'ai surtout arrêté de prêter attention à tout ça, tu vois. Et au sein de notre organisation, tu sais, nous avons de longues conversations avec nos témoins. Nous comprenons quelles données sont importantes. Nous avons la capacité d'aller sur le terrain pour valider et corroborer ces informations. Et nous sommes également en train de construire un système très sophistiqué pour pouvoir extraire des informations sur Internet et dans des bases de données privées, toute information corroborante ou des informations supplémentaires accessibles pour tout rapport, qu'il s'agisse de données satellites, de trafic aérien ou de tests à la base militaire locale, etc. En fin de compte, nous ne vous disons pas quoi croire sur un rapport. Nous essayons de vous donner autant d'informations que possible afin que vous puissiez prendre une décision éclairée pour savoir s'il s'agit de quelque chose de banal ou de quelque chose d'intéressant. Et moi, vous savez, je construis cela parce que ce que vous soulevez comme problème était le même problème que j'avais lorsque j'explorais ce domaine. J'ai identifié les outils nécessaires et c'est ce que nous développons sur sapphirospace.org pour le partager avec tous. Il ne s'agira pas seulement des cas que nous recevons verbalement. Nous construisons du matériel que les gens peuvent déployer à tous les niveaux de coût, d'accord? Donc, vous pouvez obtenir quelque chose de petit et l'assembler chez vous. Vous pouvez obtenir quelque chose de plus sophistiqué et l'installer ailleurs. Avec le temps, nous pourrons non seulement avoir des récits, mais aussi des dossiers de preuves que nous pourrons corroborer en temps réel grâce à divers ensembles de données produites sur le terrain. Donc, vous savez, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant, mais des gens comme moi et d'autres essaient de construire des solutions pour rendre cela plus accessible, compréhensible et plus clair pour la personne moyenne qui veut essayer de comprendre. Et nous avons parlé à Lou Elizondo, nous avons parlé à tout un tas de personnes vraiment fascinantes, en quelque sorte. À la fois du côté du gouvernement, du côté de la physique théorique et du côté plus marginal. C'est juste une question qui m'intrigue. Est-ce que vous vous connaissez tous dans le sens où il y a des endroits où vous irez et d'autres où vous n'irez pas dans ces conversations? Vous savez, est-ce que vous avez tendance à éviter de dire que ça doit être une intelligence extraterrestre et à rester plus, vous voyez, un peu au milieu? Comment abordez-vous cela? Parce qu'il y a aussi tellement d'opinions qui peuvent être utiles pour comprendre cela. Mais si ce n'est pas votre truc, par exemple Bachar, vous savez, d'Ari Lanka, qui canalise, vous savez, un être hybride extraterrestre venant, vous savez, de 3000 ans dans le futur, n'est-ce pas? Comment décidez-vous où vous situez afin que nous ayons un argument plus solide pour dire que nous méritons plus d'informations, que nous avons besoin de plus d'informations et que c'est réel? Oui, donc il y a, vous savez, dès que vous commencez à mettre un pied de l'autre côté de la ligne, cette conversation, vous savez, prend rapidement différentes directions, comme, vous savez, est-ce que la conscience entre en jeu, la vision à distance? Qu'en est-il de toutes ces autres choses annexes qui prétendent provenir de ce sujet? Euh, Certaines d'entre elles sont assez intéressantes, certaines sont aussi, oui, je dirais, inconfortables, peu sûres, peut-être pour que je puisse vraiment les assimiler, n'est-ce pas, qu'elles soient vraies ou non. Mais tu sais, ma façon d'aborder tout ça en général, ce n'est pas que lorsque j'entends une nouvelle information, je me fais immédiatement une opinion sur sa validité ou non. Ce que je fais à la place, c'est simplement essayer de comprendre autant de contexte que possible autour de ce qui m'est partagé et simplement le mettre de côté. Et avec le temps, soit ça se connecte à d'autres choses, soit ça ne le fait pas. Et si cela se connecte à beaucoup de choses, alors c'est quelque chose que je veux comprendre pourquoi c'est le cas et, avec un peu de chance, avancer vers une réponse avec cela. Donc, tu sais,
Je dirais que tu entres dans cela. Tu sais, quand les gens, je pense, commencent à explorer cela, il faut y aller avec l'état d'esprit que tu vas entendre des choses qui te mettent mal à l'aise et ta réaction immédiate sera de ne pas y croire. Ça fait partie du parcours d'apprendre que certaines choses qu'on t'a dites étaient fausses. Et je ne dis pas que tous ces terriers de lapin, bien sûr, le sont, mais ce n'est pas le genre de choses que tu peux apprendre dans un manuel scolaire. Ce sont des choses que tu dois explorer et évaluer par toi-même et te faire ta propre opinion. Et comme je l'ai dit, on espère simplement construire les outils qui permettent aux gens de mettre un pied dedans, d'avoir enfin des preuves crédibles qu'ils peuvent quantifier, mesurer et voir la chaîne de logique derrière, au lieu d'une simple photo de plus sur X. Être mal à l'aise et dire absolument non comme première réponse, c'est chaque conversation que j'ai avec ma femme. Donc, on est dans la zone idéale. Il y a un autre domaine qui pourrait nous mettre mal à l'aise, mais j'aimerais beaucoup entendre ton avis ou les tendances que tu as pu observer. Nous avons entendu des gens dire, de façon anecdotique, que ces objets sont plus présents au-dessus des sites nucléaires ou qu'ils ont interféré avec les capacités de lancement ou la technologie des missiles. As-tu remarqué certains de ces schémas et que sait-on à ce propos? Ah, ces tendances semblent effectivement réelles. Je ne pense pas qu'elles disent forcément tout. Je ne sais pas si l'intérêt pour le nucléaire est un sous-produit de leur intérêt plus large pour tout développement technologique. Cela pourrait être préoccupant, non? Et là, je m'avance un peu, non? Et je fais un peu d'anthropomorphisme, mais bon. Euh, c'est une tendance constante. Je sais que des matériaux nucléaires ont été utilisés pour attirer ces objets, ce qui a fonctionné. Vous savez, ce sont des informations de seconde main, mais cela semble être à la fois une tendance historique et une tendance actuelle. La deuxième partie de cette question est, qu'est-ce que cela pourrait signifier? La première chose à laquelle les gens pourraient penser, c'est qu'ils ne veulent pas que nous nous fassions du mal à nous-mêmes ou à notre environnement d'une manière qui ne serait pas dans leur intérêt, peut-être, n'est-ce pas? C'est peut-être une interprétation. Une autre interprétation pourrait être que les armes elles-mêmes représentent un risque pour eux, leur technologie ou peut-être, d'une certaine manière, leur environnement ou quelque chose de ce genre. Ou peut-être que c'est simplement un domaine de pointe où il y a de la valeur pour eux. Ils nous surveillent un peu comme nous pourrions émettre l'hypothèse qu'ils surveillent les collisionneurs de particules et les systèmes d'intelligence artificielle, et peut-être aussi la science des matériaux, mais peut-être que cela se fait d'une manière différente. Et encore une fois, je ne fais que spéculer ici, mais c'est comme ça que j'imagine quelles pourraient être ces raisons ou ces motivations. Avant de vous laisser partir, je me demande si vous pourriez nous donner un petit aperçu de votre expérience personnelle. Vous êtes un mari, un père, vous êtes une personne qui vit dans ce monde et qui est célèbre, n'est-ce pas, pour votre bravoure, votre courage. Vous savez, vraiment une série de défis que très peu d'Américains ont l'occasion de vivre. Quand vous pensez au service que vous avez rendu à ce pays, vous savez, qu'est-ce que cela vous fait ressentir en termes d'héritage personnel? Eh bien, waouh, merci d'avoir dit tout cela. Pour être honnête, je n'y pense pas parce qu'en ce moment, je suis chaque jour sur le terrain à travailler sur ce sujet et je n'ai pas, je dirais, pris le temps de réfléchir à cela. Je dirais de façon générale que mon expérience avec cela, vous savez, surtout au début, il y avait beaucoup d'anxiété. C'était, vous savez, je pense que je comprenais dans quelle impasse je m'engageais, mais j'avais aussi, je crois, une idée assez claire de ce à quoi pourrait ressembler la lumière au bout du tunnel, n'est-ce pas? Vous savez, en ce qui concerne le fait de pouvoir vraiment résoudre cela. Et quand je dis cela, je ne parle pas des pannes ou des ovnis. Je parle de résoudre le problème que mes collègues rencontraient sur la côte Est. Cela se produit encore aujourd'hui. Je ne veux pas qu'ils subissent ces risques catastrophiques. Pour moi, l'héritage importe peu, car ce problème n'est pas résolu et il reste du travail. Si je peux me permettre un instant, j'aimerais dire que nous allons beaucoup discuter avec ces témoins. Mon organisation lance un podcast, le podcast Safe Aerospace, et nous avons un certain nombre de pilotes, de contrôleurs aériens et de pilotes de chasse qui sont prêts à se manifester et à partager ce qu'ils ont appris. Nous allons tout documenter et le partager avec le monde. Ce sont les mêmes cas. Ce sont les mêmes cas que nous avons présentés au FBI, au Congrès, et qui les ont motivés dans leur travail. Et maintenant, c'est le bon moment pour les partager.
Indiquez où les gens peuvent en apprendre plus sur vous. Vous pouvez aller sur safeaerospace.org, vous pouvez en apprendre plus sur notre travail et vous pouvez nous suivre. Vous pouvez me suivre sur X sous le nom d'Uncertain Vector. Et vous pouvez chercher notre premier épisode du podcast Safe Aerospace qui sortira ici à la fin du mois de mai sur Safe Aerospace. Nous avons des rapports intéressants sur ces prétendus ballons chinois ayant survolé les États-Unis, car certains contrôleurs aériens ont vu ces objets accélérer rapidement et effectuer des manœuvres agressives. Nous allons partager cela pour la première fois. Incroyable. Eh bien, Ryan Graves, vous êtes une véritable patriote. Nous vous remercions vraiment beaucoup pour votre temps et nous apprécions énormément que vous partagiez tout cela avec nous et que vous soyez ici. Avec plaisir, merci à vous deux. Si vous m'aviez dit qui est Ryan Graves ces 10 dernières années, j'aurais dit que je vois qui c'est. Mais ce n'est pas un sujet dans lequel je me sens en sécurité ou à l'aise, pour reprendre ces mots, d'explorer. En général, j'évite ce genre de choses. Je sais que ça existe, mais je ne sais pas vraiment quoi en faire. Et ça me semble un peu fou. Donc je m'en suis tenue éloignée. Après lui avoir parlé, ma perspective a changé. C'est pourquoi il ne faut pas supposer sans plus d'informations. Ma vision de la vie, de l'univers et du reste est totalement différente. Je veux dire, que penses-tu des rapports selon lesquels des pilotes de ligne disent en voir tout le temps? Ils disent que ces choses traînent sur les ailes des vols commerciaux. Ce sont des quasi-collisions à ce niveau-là. Je pensais que la partie la plus difficile pour prendre l'avion, c'était de se faire crier dessus par le jeune de la TSA et de lui répondre. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, je veux dire, je ne suis pas... Enfin, je plaisante un peu à ce sujet, mais quoi? Genre, littéralement, je prends souvent l'avion. Je suppose que je prends l'avion plus que beaucoup de gens. Moins ces derniers temps à cause des extraterrestres. Pas à cause des extraterrestres. Voilà le truc. Je vais être très clair. Je n'ai pas envie de prendre l'avion s'il y a un objet dont ils ne savent pas ce que c'est, qui traîne dans les parages et qui se comporte d'une manière que mes connaissances en physique ne peuvent pas expliquer. Je n'ai pas envie d'être là-dedans. Et je veux être clair, il n'a jamais prononcé le mot extraterrestre, pas une seule fois. Non. Il n'a jamais dit extraterrestre. Quoi qu'il se passe, je n'aime pas ça. Voilà ton introduction à froid. Tu sais à quoi ça m'a fait penser quand il parlait? Et je n'y avais jamais pensé avant. Quand il parlait, surtout avec la lumière disco, ça m'a rappelé des chiots. Pardon? Des chiots, des chiens, de toutes formes et tailles. Difficile parfois de croire qu'ils sont de la même espèce. Par exemple, un chien pèse à peine 1,5 kg. Un chien pèse 45 kg. De quoi parles-tu? Le niveau de genre, oh, on va juste traîner sur le côté d'une aile, oh, je vais juste traverser le terrain en courant et rencontrer cette nouvelle personne, genre, Pourquoi ça te fait penser à des chiots? on dirait toutes ces formes géométriques. C'est comme une collection de chiots qui traînent, qui reniflent autour des humains et qui observent les choses. C'est l'image que j'ai eue. D'accord. Eh bien, certaines images que tu reçois sont à partager avec le public et d'autres sont à me raconter plus tard. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu dis qu'il y a une sorte de variété amorphe de possibilités qui pourraient se produire, avec des comportements similaires qui traînent et planent un peu. Oui, je n'avais pas pensé aux chiots. J'ai pensé à Dari Lanka qui nous disait qu'un vaisseau planait au-dessus de la 405. Et tout de suite, je me suis dit, est-ce que c'est ça que les gens voient? C'est donc ce que rapportent les gens? Pourquoi le voit-on à l'œil nu et si près du sol? J'ai pensé à Gary Nolan et à tous ceux qui ont vécu de telles expériences. Peut-être que c'est vraiment la plus grande dissimulation qu'on ait vue. Je ne sais pas si ce sont des extraterrestres, mais c'est sûrement quelque chose. Daryl nous a apporté une image rendue de ce qu'il avait vu. Donc, si je pouvais remonter jusqu'à Internet, à la toute première fois où il a décrit l'engin qu'il a vu dans les années 90, cet engin ressemble presque exactement à ce que Ryan décrit aujourd'hui. Et si Daryl parlait de cela dans les années 90, alors il n'était pas influencé par les informations sur Internet provenant des rapports que Ryan partage. Attends. C'est comme un biais d'observation. Je veux que tu prennes un peu de recul un instant. L'image que Dari Lanka nous a apportée, ou beaucoup des images dont les gens parlent, leur cerveau,
comme nous l'avons appris lors de notre conversation avec le Dr Raz ou même lors de notre discussion avec Scott Barry Kaufman, notre cerveau va aussi généraliser les souvenirs pour inclure des choses qu'il veut y voir. Ce n'est peut-être pas mal intentionné. Ça pourrait simplement être un processus inconscient. Donc, je veux juste qu'on fasse attention, tu sais, qu'on garde à l'esprit que, à moins qu'il ait créé cette image et qu'on ait un tampon officiel et un copyright, et que cette image ait été générée avant cela, il y a toujours cette possibilité. Je ne jette pas l'ombre sur Daryl. Je dis juste en général, et c'est un vaste sujet que, tu sais, nous n'avons pas pu aborder avec Ryan pendant le temps que nous avions avec lui. Mais c'est une grande conversation autour des pannes, n'est-ce pas? Parce que tu as toutes ces personnes. Et si tu parlais à quelqu'un comme le docteur Jeffrey Kripal, il dirait « Historiquement, depuis des milliers et des milliers d'années, nous avons eu des témoignages qui sont étrangement similaires. Que ce soit dans leurs mécanismes, leurs souvenirs, ou, tu sais, le but apparent de ce genre d'expérience ou de visite. Donc, je pense que c'est aussi important de s'en rendre compte. Si on veut croire que, disons, il s'agit d'une intelligence avancée non humaine, il n'y a aucune raison pour qu'elle apparaisse à ce siècle ou à ce millénaire. Il n'y a aucune raison. Ça dure depuis bien plus longtemps qu'aujourd'hui. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. Si des êtres extraterrestres possèdent un tel niveau de technologie, ils n'ont pas découvert comment entrer dans notre espace aérien seulement ce siècle-ci. Non, mais nous n'étions pas là-haut dans l'espace aérien auparavant. C'est vrai. Je veux dire, nous n'envoyions pas de pilotes avec des radars avancés apparus il y a seulement 20 ans. Pourquoi est-ce que lui ou n'importe lequel d'entre nous n'assumerait pas que peut-être quelque chose veut nos armes nucléaires? Parce que l'idée pourrait être, oh, ça éteint les choses parce que ça ne veut pas qu'on se détruise nous-mêmes. Moi, je pense qu'ils veulent voler notre technologie et que non, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, leur technologie est tellement plus avancée. Premièrement, il n'y a aucun bruit qui sort de ces appareils. Ouais, Oui, c'est ça qui semble le plus perturbant. Comment un objet de cette taille peut-il d'abord rester immobile, tu sais, pendant une tempête de vent, mais aussi ne faire aucun bruit? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Ça doit avoir, je ne sais pas. et je l'ai entendu décrire dans d'autres interviews où l'équipement mesure la chaleur et il n'y a aucune chaleur qui s'en dégage non plus. Oui, si cela a un moteur ou une propulsion, ça devrait produire quelque chose. Je ne sais pas, mais d'autres choses génèrent de l'énergie autrement. Je ne sais pas. En somme, je doute qu'ils aient besoin de nos armes nucléaires. Apparemment, ils n'ont pas non plus besoin de nos Bee Gees. Dis-nous ce qui se passe avec Kermit. Si tu ne fais que regarder, elle agite les bras dans tous les sens. Sérieusement, tu nous imagines? Si Jonathan et moi pilotions ces jets, tu te demanderais « C'était quoi ce truc ?» On serait là à le fixer. Non, non, imagine juste qu'on conduit. Je serai au volant. Tu serais le passager parce que tu es toujours sur ton téléphone à répondre à des messages. Je te dirais, hey, tu devrais regarder par la fenêtre. Et tu serais là à agiter les bras, à paniquer. Je te dirais, reste cool, j'essaie. Mais tu sais quoi? En fait, ça soulève une sorte d'aspect intéressant de tout ça. Tu sais, Ryan est d'un calme olympien. Je ne sais pas s'il est né ainsi. Il se demande, sera-t-il pilote de chasse ou est-il entraîné pour ça? Je ne sais pas, qu'a-t-il dit? Il a répondu, on est toujours régulé. J'ai dit, oui, sans blague. Il pilote un avion à 60 millions de dollars. C'est incroyable. Je me dis, tout ce que je vois, c'est Tom Cruise. Je vois l'étoffe des héros. Je revois tous les films d'astronautes et de pilotes de chasse qui ont marqué mon enfance dans les années 80. Voici ma question. Si c'est comme ça qu'il réagit face à des phénomènes anormaux dans son espace aérien pendant qu'il s'entraîne et qu'il est déployé partout dans le monde, n'est-ce pas? Imaginez que vous êtes une personne ordinaire. Vous êtes un civil. Peut-être que vous êtes mère au foyer, mécanicienne ou agricultrice. Vous êtes juste une personne normale. Et cela vous arrive. Il n'est pas étonnant que lorsque les gens vivent cela, ils aient du mal à croire ce qui leur arrive. Cela doit provoquer énormément d'anxiété, une peur de ce qui va arriver. Vous savez comme, que se passe-t-il? Personne ne me croira, tout le monde dira que je suis folle. Si ce genre de choses arrive aux pilotes, surtout à ces niveaux-là, si cela se produit dans des environnements civils, bien sûr que ça effraie les gens.
Ça doit toucher une corde sensible. Je ferais une crise de nerfs, surtout si je croyais que personne ne me croirait ou me traiterait de folle. C'est très important. T'as joué au pickleball le week-end dernier avec un pilote de ligne qui est du coin. Je vais aller lui demander ce qu'il a vu, ce qui se passe. En fait, je connais 2 pilotes dans le quartier avec qui je vais aller parler. Je veux seulement parler au pilote maintenant parce que je veux savoir. Je veux dire je. Cela arrive-t-il sur des vols commerciaux? Des passagers en sont-ils témoins? Les agents de bord le voient-ils? Les agents de bord sont toujours en train de bavarder quand je prends l'avion. Ils sont toujours en train de parler entre eux. Je vais leur dire, regardez par la fenêtre. Dites-moi s'il y a un cube dans une sphère sur l'aile. Quoi? Au lieu de baisser le store, laissez-le relever et placez vos 2 mains contre la fenêtre. Vous savez à quoi j'ai pensé? La 4e dimension, William Shatner. Personne? C'est ce truc fou. Comment s'appelle l'épisode? Un truc du genre quelque chose sur l'aile? Mystère à 20 000 pieds. Comme ça, Luc le sait. Ah, il y avait un épisode de la 4e dimension quand j'étais enfant et ça m'a terrifié. Et William Shatner, à cette époque, c'était William Shatner. Il voit sans cesse cette chose sur l'aile. Tout le monde le prend pour un fou. Il pense perdre la tête. L'hôtesse lui demande de s'asseoir, mais il continue de la voir. Alerte spoiler. Il pousse la fenêtre, l'avion s'écrase, puis il trouve des traces de la créature sur l'aile. Ça m'a traumatisé. Désolé, c'est une référence pointue. Cauchemar à 20 000 pieds, cauchemar à 20 000 pieds, alias ma vie. Le nombre de quasi-accidents est vraiment quelque chose de très inhabituel. Statistiquement, un crash aurait dû se produire. Donc, quoi que soient de ces pannes, il traverse, je vais le dire, il traverse tout simplement une dimension qui leur permet de quitter le vecteur x, y, z avec le temps, comme nous le concevons de façon linéaire. Ou alors, ils ont une intentionnalité et une sophistication. Je vous donne seulement mes statistiques approximatives. Rien n'explique l'absence de collision. Si on voit ça 5 fois par jour dans, vous savez, juste un rapport de vol commercial, il n'y a aucune raison pour que ça ne se soit pas produit. Donc voilà, je le dis officiellement, il y a une raison explicable pour laquelle il n'y a pas eu de collision. Il doit y en avoir une parce que statistiquement parlant, cela aurait déjà dû arriver. Et si c'était une technologie humaine avancée, Bien sûr. il y aurait déjà eu une erreur ici. Eh bien, oui et non. Il aurait dû y en avoir une avec la compréhension limitée, disons, que toi, moi et nous tous avons concernant le calcul des erreurs. Mais oui, si, tu sais, je touche du bois, Dieu m'en garde, tu sais, des avions civils ordinaires s'écraser juste en étant seul sur une piste ou en essayant d'atterrir. Oui, imagine voyager à la vitesse dont on parle, avec la distance et la proximité dont on parle. Ça aurait dû arriver. S'approcher aussi près d'un appareil en mouvement de cette façon, à 200 pieds du nez d'un avion, c'est aussi incroyable que les pilotes n'aient pas réagi et n'aient pas été, tu sais, effrayés par ça. Oui, eh bien, je veux dire, regarde comme il l'a dit, on leur apprend à avoir un niveau de, tu sais, contrôle qui est différent, tu sais, de celui de beaucoup d'entre nous. Mais, oui, il y a, je veux dire, voler aussi en formation comme il en parle. C'est quelque chose de très, très précis et calculé. Cela doit se faire en coordination avec, tu sais, les partenaires et les systèmes avec lesquels tu es. Donc, avoir un autre système venant de l'extérieur de ta formation qui arrive et s'intercale, ça n'a pas de sens. Maïm, raconte-nous ton évolution personnelle en partant du fait que tu étais quelqu'un qui était comme ça. Penser à ça, c'était vraiment complètement fou pour toi. Seules les marges de la société envisageaient même cette possibilité jusqu'à ce que nous parlions à Lou Elizondo. Tu as commencé à explorer et maintenant j'ai l'impression qu'aujourd'hui a vraiment été un jour où quelque chose a changé en toi. Tu sais, qui a presque fondamentalement modifié à quel point tu pourrais être ouvert à une partie de ce sujet. Parce que Ryan présente les choses d'une manière exceptionnellement neutre, n'est-ce pas? Je pense que je peux dire cela. À cause de l'énorme quantité d'informations douteuses, d'informations invérifiables. Pour moi, j'ai un peu dû fermer la porte à tout ça parce que je ne sais pas comment trier toutes ces informations. Je ne suis pas non plus particulièrement douée en technologie. Même chercher des liens ou des infos sur des sites, c'est difficile. Sur X, je veux voir un truc, mais il me manque un mot de passe. Tu comprends? Accéder à ces informations n'a pas été facile pour moi. Je l'ai fait. J'ai fermé la porte à beaucoup de choses.
Mais je pense que ce qui était spécial chez Ryan et dans la façon dont il présentait l'information, c'est qu'il le faisait de manière clinique en disant simplement « voici les faits ». Mais c'est normal de ne pas savoir, c'est normal de ne pas pouvoir l'expliquer. Et je pense que c'est ce qui me fait peur dans beaucoup de ces conversations, c'est que si tu mentionnes même Ryan Graves, beaucoup de matérialistes sceptiques vont dire « c'est des bêtises ». Les extraterrestres, ça n'existe pas. En réalité, ce n'est pas le sujet de la conversation. Et je pense que le recentrage de la conversation permet de dire « voici ce qui s'est passé en termes de capacité d'observation et de capacité d'analyse ». Il nous manque encore des informations. Et l'objectif serait de recueillir plus d'informations, de supprimer la stigmatisation et aussi que le gouvernement ne fasse pas obstacle s'il retient des informations. Parce qu'à ce stade, on ne peut pas ignorer qu'il se passe quelque chose. C'est un peu là où Ryan m'a amené. En repensant à notre conversation avec Bachar et son message concernant la divulgation qui aurait lieu en 2026-2027, et vous savez, quand nous lui avons parlé, nous étions très ouverts d'esprit. Nous avons vraiment entendu son message. Et aussi parce que vous avez un côté sceptique, c'est-à-dire, vous savez, analytique. Vous disiez en quelque sorte, oui, mais nous avons aussi entendu, vous savez, des messages spirituels similaires à propos de l'éveil à venir et du changement de la Terre. Alors, comment pouvons-nous concrètement relier cela à un comportement ou à des informations objectives ? Et aujourd'hui même, nous recevons cet article qui dit « Attendez une seconde, voici ce trésor d'informations et il y en a encore plus qui arrivent. » Est-ce que vous faites le lien entre les deux? Voici ce que je pense, et cela rejoint votre question précédente sur ce qui a changé. Personnellement, je ne suis pas vraiment motivée par des prémonitions. Ce n'est pas vraiment mon truc. Et mes prémonitions à moi, elles sont plutôt bonnes. Non, mais je m'intéresse au schéma de l'histoire. Je m'intéresse à l'histoire. Tu sais comment on dit, l'histoire ne se répète pas toujours, mais elle rime souvent, non? Ça m'intéresse. Mais cette idée de préparation ou cette ambiance-là me donne l'impression de sentir du patchouli dans l'air, tu vois? C'est comme une autre catégorie, c'est pas vraiment là où je me retrouve habituellement. Donc, je pense que cette idée n'a pas besoin d'être convaincante pour moi pour que je puisse quand même comprendre les similarités dans ces conversations. Mais je pense que c'est vraiment juste une question de style. Tu sais, j'ai un style différent de celui des personnes qui sont dans ce genre de domaine. Je n'ai pas ce sentiment de « mon Dieu, ça arrive ». Je ne ressens tout simplement pas ça. Et pour moi, ça ne confirme rien parce que, en fait, ce n'est effectivement pas le cas, tu vois, mais ça raconte une bonne histoire et je pense que c'est captivant et excitant. Mais je ne pense pas que je vais jamais aborder ça en me disant « oh, eh bien, ça a été canalisé ». Donc, tu sais, je mets un peu ça de côté. Bachar a aussi parlé de cette idée du journal télévisé du soir sur ce qui a été vu, quelles preuves nous avons. Alors, jouons simplement au jeu du « et si » théorique. Oh, je veux le podcast de Ryan. Je veux que Ryan ait une chaîne de streaming 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que, quand je veux, je puisse me connecter et savoir ce que les pilotes ont vu tel ou tel jour. C'est ça que je veux. Je veux avoir l'information tout le temps. Juste les infos du soir, car dès qu'on passe au streaming 24 heures sur 24, la structure d'incitation fait tout dégénérer. Mais je pense qu'un bulletin d'information chaque soir, et quelle serait la réaction de Maïm quand un bulletin du soir annonce qu'on a vu le premier objet intelligent non humain sans équivoque, que ce soit une boule à facettes, ça. Oui. Ce qui ne correspond à aucune des façons dont nous comprenons les choses, ou un gris, comme le dit Bachar. Je pense que la réaction de Kermit, c'est « tu pourrais juste mettre Kermit ici ». D'accord. Je doute qu'on puisse avoir les droits d'auteur pour inclure Kermit, sinon la vidéo sera supprimée, mais on le fera sur Substack. Rejoignez-nous sur Substack, Breakdown de Maïm Bialik, pour un contenu exclusif et de notre breakdown à la crise de nerfs qu'on espère que vous ne connaîtrez jamais. À la prochaine. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now she's gonna break down